Super, bienvenue à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Bernard, bonsoir Fabrice. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être présents pour ce nouveau webinaire Bouquinet. Ce soir, le thème sera donc le bilan des cervicalgies. Pour cela, on accueille donc Fabrice Barilec, qui est kiné, bien sûr, chargé d'enseignement et formateur dans différents organismes, mais il est aussi membre du comité scientifique de rencontre Europhysio et directeur associé de l'organisme Gilles Barrette. On aura ce soir, comme d'habitude, comme animateur Frédéric Zenuda et moi-même. Fred, bonsoir. Je te laisse la parole pour vous expliquer les consignes. Absolument. Juste ce soir, comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas ce modèle, ça s'appelle Webinar Jam. C'est un super outil qui nous permet de communiquer en direct. Et pour cela, il vaut mieux, comme il a été dit, être plutôt sur Google Chrome pour pouvoir avoir une meilleure efficacité de l'outil et d'être en connexion filaire plutôt qu'en connexion Wi-Fi pour ne pas surcharger la bande passante et d'avoir des petites interruptions. Voilà. Alors, le plan peut-être de ce soir ? Oui, donc Fabrice va nous présenter le bilan des cervicalgies et n'hésitez pas à poser vos questions par le chat. Fred et moi, on fera le lien avec Fabrice pour lui les poser en direct. Voilà. Fabrice, c'est OK pour tout le monde, Fabrice? C'est bon pour moi. Eh ben, c'est à toi. Merci Bernard, merci Frédéric pour votre invitation. Je suis ravi en cette période de confinement de pouvoir faire cette petite présentation. Quand Bernard m'a contacté, j'étais ravi de le faire. Je suis ravi parce que c'est une formule gratuite. Je pense que dans cette période-ci, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'on soit capable de partager un petit peu de connaissances justement et puis de ne pas trop profiter de la situation. Donc voilà, donc je suis vraiment ravi de vous parler un petit peu de cervicalgie de façon simple et j'espère que de petites choses que vous pourrez vous approprier assez rapidement. Je veux bien le support, si tu veux bien, Fred. J'ai pas très envie, mais bon, je vais faire un petit effort pour toi. Donc le titre, c'est le bilan diagnostique du patient cervicalgique, vu sous un prisme un peu particulier, puisque j'ai choisi ce que j'utilise moi le plus régulièrement, c'est l'approche symptomatique. Et donc, cette approche symptomatique, je dirais, c'est bien de commencer par une question lorsqu'on a ce type de conférence en ligne. Et je dirais, comment savoir si notre patient s'est amélioré, hein, et quels sont vos moyens dans votre pratique quotidienne pour savoir, à l'issue d'une séance ou alors à la seconde séance, si votre patient s'est amélioré. Et c'est un petit peu ce à quoi je vais essayer de répondre ce soir et les outils que je vais utiliser justement pour essayer de répondre à cette question. Alors, je reviens sur mes conflits d'intérêts. Bernard a cité l'ensemble de mes activités qui constituent d'ailleurs mes conflits d'intérêts. Ma sœur kinésithérapeute à Paris, chargée d'enseignement à la Pitié où j'enseigne la cinésiologie et puis d'autres cours dans les années supérieures. Formateur pour plein d'organismes de formation en France, membre du comité scientifique des REP. Et puis, mon principal conflit d'intérêt, c'est la codirection de Gilles Barrette Formation avec, bien entendu, Gilles Barrette. Alors, j'aime beaucoup cette image que je place dans quasiment tous mes cours, en tout cas au début, avec cette phrase de Christopher Wise, « From heart to evidence ». Ça résume un petit peu la situation actuelle et depuis un certain temps pour nous kinésithérapeutes, c'est-à-dire le passage à l'evidence-based, le passage à une pratique factuelle, le passage à une pratique validée. Et puis l'image, elle nous représente bien que c'est pas forcément simple. On a un historique, on a une histoire commune en fait d'une pratique qui était peut-être un peu différente, qui est en train de changer et qui peut déstabiliser certains. Et moi, je fais partie de ceux qui veulent justement peut-être une transition un petit peu plus douce pour essayer d'embarquer un maximum de gens. Et c'est véritablement dans ce sens-là aujourd'hui que je fais cette présentation. Alors, sur quoi je me base depuis un certain temps lorsque j'enseigne la cervicalgie? Souvent sur les recommandations de JOSPT. J'aime beaucoup ces recommandations-là, les recommandations américaines. Il y avait un article de 2008 qui était bien foutu et ils l'ont révisé en 2017 avec plus de précision, un abord qui est davantage biopsychosocial. On distingue bien le patient aigu, le patient subaigu, le patient chronique. C'est plus précis et ça semble mieux coller à la période actuelle. Fabrice, juste une petite question, JOSPT.
Journal of. Journal of Sport and Physical Therapy. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bilan diagnostique? En fait, ce bilan diagnostique, c'est une enquête. Cette enquête, pour qu'elle soit reproductible, pour qu'on arrive à la faire de façon régulière, de façon facile, il faut qu'elle soit organisée. Et ça nous amène forcément à la notion d'un raisonnement clinique. Alors, raisonnement clinique, aujourd'hui, c'est un terme qu'on entend beaucoup. On entend souvent parler de raisonnement clinique. C'est assez vendeur en plus, je pense. Donc, c'est pour ça que c'est utilisé. C'est souvent très intellectualisé, mais je pense qu'on peut formuler ça de façon relativement simple. C'est-à-dire, c'est notre faculté à effectuer un bilan, de le faire de façon raisonnée, de le faire de façon organisée, de savoir d'où on part et de savoir où on va. C'est surtout ça qui est important. Alors, les 5 questions auxquelles je vais essayer de répondre. Quel est le motif de consultation principal? C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident chez la plupart de nos collègues, surtout lorsque les patients se présentent avec plusieurs motifs de consultation. Ensuite, le type de douleur, ça sera ma première hypothèse, j'en parlerai longuement un petit peu plus tard. Les contre-indications, c'est encore plus décisif à mon avis sur les cervicalgies que sur le reste. Les marqueurs symptomatiques, comment je vais les déterminer, à partir de quoi? Et puis, je terminerai parce que c'est un élément absolument fondamental et on ne peut pas être dans l'évidence-base si on n'en parle pas, c'est les attentes du patient. Et ça, c'est absolument fondamental. Alors, vous allez le voir, mon cours, il est organisé sous la forme d'un organigramme, sous la forme d'une sorte d'algorithme. Alors, l'algorithme, c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre, c'est pas quelque chose qu'il faut suivre absolument, je n'impose rien, bien entendu. L'idée, c'est juste que ce soit plus facile à suivre et que vous compreniez un petit peu plus facilement ma pensée. Donc, on va commencer évidemment par l'interrogatoire. L'interrogatoire, passage absolument indispensable, et j'espère qu'aujourd'hui, tout le monde passe par cette étape. L'interrogatoire, Cyriax disait que si on prend le temps d'écouter le patient, il vous donnera non seulement une partie du diagnostic, mais aussi une partie du traitement. Donc, c'est vraiment un moment absolument important. On va chercher le motif de consultation principal, je vous le disais juste avant. Ce motif de consultation principal, c'est la douleur principale du patient. S'il arrive avec plusieurs motifs de consultation, c'est celle qu'il voudrait voir disparaître à l'issue de cette première consultation. Assez vite, on va glisser vers l'histoire de la maladie. Alors, l'histoire de la maladie, elle peut prendre différentes formes. Ça peut être le patient qui s'est fait mal au cou 2 jours avant en faisant du sport et puis qui finalement a un historique psychosocial relativement favorable. Là, l'histoire de la maladie sera simple. Et puis derrière ça, vous avez le patient qui a un passif beaucoup plus lourd, un patient qui a mal depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois parfois, qui a beaucoup consulté, pour citer mon ami Robert Valentini qui fait du medical shopping, qui est passé de l'ostéopathe au chiropracteur, au rhumatologue, au médecin généraliste, au kiné, et puis qui est toujours à la recherche en fait de cette cause tissulaire à sa douleur. Et ça sera une partie du raisonnement que je vais avoir juste après. Fabrice, c'est normal que ce soit une slide blanche? Ah non. D'accord, parce que là, on ne voit pas ce qui se passe de ce que tu dis. Est-ce que là, il y a quelque chose qui apparaît? Bilan fonctionnel, oui. D'accord, juste avant, il n'y avait rien. Il y a le carré bleu en haut quand même. Oui, il y a le carré bleu, interrogatoire, mais il n'y a pas les points que tu... C'est normal. S'il y a le carré bleu, c'est bon. D'accord. Ok. Le reste apparaîtra plus tard. Ok, tu me rassures. Donc, trop rapide, Fred. Ensuite, il y a le mode de vie. Alors, le mode de vie, à ce stade, je ne vais pas forcément beaucoup creuser. Je vais juste essayer de savoir s'il y a affaire à un patient plutôt sédentaire, un patient plutôt actif, voire même hyperactif, quelqu'un qui serait peut-être sensible à l'exercice ou pas. Alors, j'essaie de me faire une première idée. Je développerai peut-être plus tard un peu plus. C'est aussi le moment où je vais venir éventuellement faire un bilan fonctionnel. Alors ça, c'est des éléments qui bénéficient d'un niveau de preuve fort dans les recommandations. Il y en a un en particulier, le Neck Pain Disability Index, traduit en français. Ce sont des questions très simples, des questions de la vie quotidienne qui permettent de faire un état des lieux en fait de la situation fonctionnelle du patient à l'instant T. Et puis ça peut aussi être un très bon moyen de suivi justement pour nos patients. Ensuite, on passe à la douleur. Et là, c'est un peu le nerf de la guerre. Le patient, il consulte quasiment toujours pour ça.
Qu'est-ce qu'on va chercher à savoir? La topographie, l'intensité, le type, bien entendu, ça nous le faisons tous. Mais ce qui est important, parce que là aussi, on est sur des niveaux de preuve qui sont très élevés, c'est de passer par la body chart. Alors, la body chart, c'est quoi? La body chart, c'est justement ce dessin sur lequel on va noter la topographie de la douleur, l'intensité, les signes associés. Ce qui est important, c'est de pointer toutes les zones du corps de façon à ne pas passer à des symptômes secondaires. On va essayer justement de documenter la douleur du patient. C'est un moment qui est très important, qui nous servira de référence par la suite aussi lorsqu'on voudra justement revenir un petit peu en arrière pour voir l'évolution du patient. Et puis parfois aussi, le patient, il va pouvoir exprimer sur cette body chart des douleurs qu'il n'aura pas forcément exprimées verbalement avant. Donc ça donne aussi un caractère un petit peu plus complet à cet interrogatoire sur la douleur. Enfin, peut-être un peu plus compliqué, l'environnement psychosocial du patient. C'est très à la mode, les notions de drapeau jaune, de drapeau bleu, de drapeau noir. C'est-à-dire qu'on va essayer de chercher chez ces patients s'il y a justement une implication psychosociale dans sa douleur. Alors pour ça, je suis un peu dans la digression parce que j'ai repris un rapport de la HAS qui ne parle pas de la cervicalgie, mais de la lombalgie. C'est le rapport de la HAS 2019 qui justement retrace de façon extrêmement précise et plutôt bien faite les différents drapeaux jaunes, bleus et noirs. Et je pense que finalement, si on devait faire une recherche de drapeaux jaunes, bleus et noirs dans un patient cervicalgique, on pourrait quasiment poser les mêmes questions. Alors d'abord, les drapeaux jaunes, ce sont des indicateurs en fait d'un risque accru de passage à la chronicité et ou d'incapacité prolongée. Alors, ce sont par exemple des problèmes émotionnels, c'est de la dépression, c'est du stress, c'est de l'anxiété. Et puis, à cause de ça, ce sont des attitudes et des représentations inappropriées par rapport à la douleur cervicale. Et c'est l'idée, par exemple, que cette douleur pourrait représenter un danger et que ce danger va provoquer des comportements inappropriés, tels que l'évitement, par exemple. Là-dedans, on peut mettre aussi tout ce qui est croyance, tout ce qui est catastrophisme, mais aussi tous les problèmes liés au travail. Et je pense que vous êtes tous quand même tout à fait au fait. Si on fait un petit peu l'historique de l'ensemble de nos patients, il y en a quand même beaucoup qui, intriqués à leur douleur, ont des problèmes d'un point de vue professionnel. C'est justement ce qu'on retrouve dans les drapeaux bleus, parce que ces drapeaux bleus, ils sont justement en lien avec le travail et l'environnement professionnel. Alors, il y a tous les items que vous retrouvez ici, que vous retrouvez très facilement dans le rapport de la HAS. Ça peut être la charge physique, donc des éléments très mécaniques, mais ça peut être aussi des choses auxquelles on pense moins, comme par exemple une chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est la représentativité sociale du travail exercé. Vous avez certains travaux qui ont justement une représentativité sociale qui est de mauvaise qualité, qui nuit probablement à cet aspect psychosocial. Et puis enfin, vous avez les drapeaux noirs. Alors ces drapeaux noirs, c'est un petit peu plus fin, là encore, c'est lié aussi quand même un petit peu au travail, mais davantage lié à la politique de système de soins et également au système financier. Donc tout ça, on essaye d'envisager. Et là, je crois qu'il faut faire attention parce qu'on a souvent tendance à classer dans les chroniques ou dans les patients nociplastiques des patients qui ont un très grand vécu douloureux. Méfions-nous aussi du patient qui a mal depuis 2 jours, mais il a mal depuis 2 jours, mais malgré ça, il a derrière lui un environnement psychosocial extrêmement pesant et que finalement, la cause tissulaire ne va pas être si évidente que ça chez ces patients. J'avance un petit peu, j'arrive quasiment au bout de mon interrogatoire et je vais envisager une notion que j'aime beaucoup chez Maitland, c'est le mur de briques semi-perméable. Et je vais le franchir, ce mur de briques. En fait, qu'est-ce que c'est que ce mur de briques semi-perméable? D'après Maitland, en fait, c'est un mur de briques fictif qui sépare les éléments d'enquête, donc ce qu'on a été chercher juste avant, et nos connaissances. Et il y a un moment, comme par exemple là, à la fin de cet interrogatoire, où on va essayer de confronter les deux. Confronter ce qu'on a été cherché par l'interrogatoire et confronter nos connaissances. Et ça va me permettre d'émettre une première hypothèse. Et cette première hypothèse, elle est pour moi fondamentale, c'est le type de douleur. Alors le type de douleur, c'est quoi?
ça va être une douleur qui va être soit nociceptive, soit neuropathique, soit nociplastique. Attention, je dis bien que c'est une hypothèse. En fonction des éléments que j'ai retrouvés juste avant, je vais poser l'hypothèse d'un patient qui va être majoritairement nociceptif, majoritairement neuropathique ou majoritairement nociplastique. Souvent, je vais mettre un pourcentage. Dans ces cas-là, prenons le cas par exemple, pour être tout à fait factuel, du patient qui semble avoir une vie tout à fait équilibrée, qui semble pas avoir de drapeau jaune lors du premier questionnement, qui s'est fait mal au sport 2 jours avant, j'aurais tendance à le mettre à 90% nociceptif et 10% nociplastique, et puis d'avoir une orientation dans mon traitement, dans mon bilan ensuite, qui soit plutôt une orientation nociceptive. Malgré tout, malgré cette première hypothèse, la question… Fabrice, oui. Pardon, 2 questions qui sont arrivées, je me permets de t'interrompre dans ce flux. Thierry qui te pose la question, et concrètement, en tant que kiné, que peut-on faire de cette mauvaise représentativité? Ça, c'était juste avant ton propos. Et la deuxième question, c'est nociplastique, quid? Alors, nociplastique, alors je vais y revenir un tout petit peu parce que ça fait partie de la suite, juste après les drapeaux rouges, je vais en parler assez longuement. Je développerai pas énormément cette partie-là, mais je vais répondre à ces 2 questions très certainement d'ici 3 minutes. Ok, voilà. Okay. Donc, je disais que après avoir posé cette première hypothèse, la question qui se pose, c'est est-ce que notre patient est éligible à nos soins? Donc, se pose la question justement du diagnostic d'exclusion et donc de la recherche des drapeaux rouges. Alors, les drapeaux rouges en cervical, j'ai tendance à penser qu'ils ont encore plus d'intérêt qu'ailleurs, parce qu'on sait, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, en tout cas, que le rachis cervical va cristalliser beaucoup de peur, à la fois du côté du patient, mais aussi du côté du praticien, qui sera assez souvent dans une sorte d'insuffisance par peur, justement, de nuire au patient. Et je pense que l'idée de construire un diagnostic d'exclusion de qualité, c'est pour nous une des grandes chances justement d'être efficace par la suite. Alors il y a beaucoup d'éléments qu'il va falloir checker. Je vous en ai cité un certain nombre sans forcément les développer. La recherche de myélopathie, et pour ça il y a une règle qui est la règle de prédiction clinique de Cook, qui associe 5 tests en fait, qui sont la marche ataxique, le test de Hoffman et le test de Babinski, et l'hyperréflexie du brachioradial et l'âge supérieur à 45 ans. Donc, ça vous donne un score qui est noté de 0 à 5 et qui va vous donner donc une prédiction quant à cette myélopathie qui constituerait donc un drapeau rouge. On en rencontrera rarement dans notre carrière. J'ai tendance à dire que c'est un petit peu comme le syndrome de la queue de cheval sur une lombalgie. Si on ne le cherche jamais, on a 100% de chance de passer à côté, même si on le rencontre une fois. Ensuite, une question qui va intéresser, je pense, beaucoup de nos collègues, c'est le risque traumatique. Combien de fois on ne s'est pas posé la question, et moi aussi ça m'est arrivé bien entendu, de savoir d'un patient qui vient nous voir s'il est éligible ou pas, suite à un traumatisme, à une radiographie. On a souvent le doute de savoir est-ce que ce patient-là, même s'il a eu un traumatisme à basse intensité, est-ce qu'il ne serait pas prudent de pouvoir lui proposer une radio ou des examens complémentaires dans ce sens-là? Eh bien là, il y a quelque chose qui est très pratique, c'est le Canadian C-Spine Rules. Et ce Canadian C-Spine Rules, il est utilisé dans tous les services d'urgence dans le monde. C'est un algorithme, en fait, qui, en fonction de l'âge, en fonction du mécanisme traumatique et en fonction des signes cliniques, nous amène à un résultat qui nous dit radio ou pas radio. C'est pas forcément quelque chose à connaître par cœur, mais c'est toujours pratique d'avoir cela dans un tiroir et de pouvoir le ressortir au bon moment pour savoir si justement notre patient nécessite une radio ou pas. On peut avoir d'autres fractures qui sont des fractures primaires ou secondaires. Il y a un risque d'infection également qu'il faut essayer de supprimer. Méningite, infections osseuses, elles sont rares en cervical, mais elles peuvent exister et elles peuvent parfois donner des tableaux assez dramatiques. Il y a les tumeurs, les cancers, bien entendu. On pense au pancostobias, fréquemment cité lorsqu'on parle de la région cervicale. Le pancostobias, c'est une tumeur de l'apex en fait pulmonaire, mais ça peut aussi être des tumeurs cérébrales par exemple, ce qui n'est pas non plus totalement rare. Il y a des signes cliniques qui peuvent nous amener à ça, et c'est souvent un faisceau d'éléments
qui nous y amènent, tels que l'amaigrissement, une perte de vitalité. Mais aussi, une chose à laquelle je m'attache assez souvent, c'est le sommeil. Je demande souvent à mes patients s'ils ont une douleur qui les réveille la nuit, si cette douleur les réveille toujours à la même heure, si cette douleur les empêche de se rendormir, et si cette douleur est d'intensité supérieure à la douleur diurne. Ce sont aussi des éléments qui ne font pas la preuve d'un processus néoplasique, mais qui, mis bout à bout avec d'autres signes, peuvent nous faire pencher justement vers ce type de problème et donc de réadresser pour que le patient ne perde pas de temps. C'est surtout ça qui est important. Évidemment, il y a les maladies inflammatoires. On pense à la polyarthrite rhumatoïde et à d'autres maladies inflammatoires qui souvent vont toucher d'autres sites au niveau régional et pas seulement le rachis cervical. Ensuite, l'instabilité ligamentaire, souvent post-traumatique, et on en arrive à tester nos deux ligaments favoris du rachis cervical supérieur. Je cite évidemment le ligament transverse et le ligament alaire. Alors pour ça, il y a des tests qui sont finalement assez inégaux. On a souvent l'habitude de faire le Sharp-Purser test, qui est un test en fait d'amélioration des symptômes en cas d'atteinte du ligament transverse. On remarque dans la littérature, et je l'ai noté juste à côté, que finalement ce test il est d'une validité assez inconstante, qu'on a une fiabilité interopérateur qui n'est pas très bonne et qu'il est potentiellement dangereux. Donc attention avec ce test. Et puis vous avez le test du ligament alaire, où là aussi on retrouve pas mal de littérature. Le dernier article que j'ai pas cité ici d'ailleurs, c'est un article qui est sorti dans le Journal of Manual Therapy de Harry von Pickartz, qui en fait nous dit finalement que c'est un test qui semble relativement valide, mais qui mérite quand même beaucoup plus qu'on s'y intéresse, avec en particulier des études un petit peu plus puissantes pour pouvoir véritablement le valider. Toujours est-il que ça reste un test qui est pour le coup peu dangereux et qui va utiliser l'inclinaison et la rotation cervicale haute pour le mettre en évidence. Il y en a d'autres qui existent aussi et qui pourraient justement mettre en évidence. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait en général, c'est qu'on réadresse pour faire une imagerie dynamique du rachis cervical supérieur pour voir justement si on n'a pas un souci d'instabilité ligamentaire au niveau cervical supérieur. Fabrice, ça a une pertinence particulière que tu nous montres ces deux tests ou pas? On pourrait éventuellement, mais je pense que ça se retrouve très facilement. Il y a énormément de vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, on les retrouve avec une facilité déconcertante. Donc, je pense que ça n'a pas d'intérêt. Pas de problème. Merci. Toujours dans les red flags cervicaux, les fameux troubles vasculaires, et là, ça s'adresse peut-être davantage à ceux qui font des manipulations avec impulsion. Moi, j'en fais beaucoup moins qu'avant. J'ai beaucoup enseigné les manipulations avec impulsion. J'en ai beaucoup pratiqué. Aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai arrêté dans le rachis cervical haut, sur C0, C1, C2. J'en fais encore un tout petit peu dans le cervical bas, mais dans certaines circonstances seulement. Et c'est là où, justement, les troubles vasculaires peuvent avoir un intérêt avec ce fameux 5D3N, en fait. Donc, 5D3N, donc c'est diplopie, dysarthrie, dysphagie. Dizziness, c'est la sensation vertigineuse. Drop attack, c'est l'évanouissement sans perte de connaissance. Numbness, nystagmus et nausée. La difficulté sur ce type de problématique, c'est de savoir à partir de combien est-ce qu'il faut réadresser. 1, 2, 3. Je suis pas certain, en tout cas, moi, j'ai pas connaissance qu'il y ait un consensus total là-dessus. Moi, à partir de 2, en tout cas, je suis extrêmement vigilant sur ce type de problématique. Sachant que dans la littérature, on retrouve aussi d'autres signes, comme le fainting, par exemple. Alors, le fainting, c'est une drop attack avec perte de connaissance. On retrouve aussi de la désorientation, de la pâleur, des paresthésies de la face, des perturbations auditives. Tout ça, ça doit éveiller notre attention lorsqu'on a un patient cervicalgique. Et ça doit, si jamais on n'est pas amené à les réadresser, en tout cas, ça doit forcément indexer un petit peu notre traitement. Nous, on va partir dans l'idée, parce que sinon, on s'arrêterait là, que les drapeaux rouges sont négatifs. Et on va revenir donc à notre première hypothèse. Donc cette première hypothèse, elle m'amène ensuite à une planification de l'examen clinique. Et cet examen clinique, pour moi, il ne peut pas être le même dans le nociceptif, le neuropathique et le nociplastique.
Donc, je vais commencer par justement le nociplastique, que je ne développerai pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus spécialistes de moi là-dessus, mais en tout cas, je vous explique comment est-ce que moi je procède. Vous avez un certain nombre de méthodes ou un certain nombre de personnes qui considèrent a priori que tout patient qui se présente a un fond nociplastique, et donc ils vont faire un bilan de patient, un bilan tissulaire classique, et c'est a posteriori, après avoir écarté la piste nociceptive, qu'ils vont glisser tout doucement vers justement cette piste nociplastique, donc qui repose sur un mécanisme simple, qui est une augmentation de la sensibilisation centrale, en fait, c'est-à-dire que l'usine à douleur qui est le cerveau fabrique de la douleur de façon excessive, par plein de mécanismes différents. Alors moi, c'est pas forcément ma vision, parce que j'ai un petit peu l'impression, lorsque, d'après l'interrogatoire, j'ai des drapeaux jaunes qui sont assez marquants, un patient qui a un passé douloureux assez long, un patient qui a des croyances, un patient qui a du catastrophisme, un patient qui a des stratégies d'évitement, de peur-évitement, je vais plutôt avoir tendance à ne pas aller dans son sens et à ne pas aller chercher une cause tissulaire. Donc, je ne fais pas forcément l'examen clinique classique. Ce patient-là, je vais plutôt essayer d'étayer mes hypothèses de douleurs nociplastiques avec des questionnaires. Et aujourd'hui, il y en a un certain nombre. Donc, des questionnaires sur la sensibilisation centrale, comme le CSI, par exemple, des questionnaires de choc post-traumatique, comme le HAD. Enfin, il y en a énormément. C'est très facile de trouver de la documentation aujourd'hui dans ce domaine-là. Et ce patient-là, je vais plutôt essayer de glisser, en tout cas, si jamais j'arrive à répondre en fait à ses attentes, je vais glisser plutôt vers une stratégie communicative. Je vais essayer justement de lui expliquer ce qu'est la douleur. Je vais lui expliquer tout simplement que l'usine à douleur qu'est le cerveau, cette usine à douleur, elle s'est un petit peu emballée, mais que finalement le carburant de cette usine à cerveau, c'est les informations tissulaires, mais pas que. Et que finalement, tout l'environnement psychosocial, ce qui est un terme compliqué pour un patient, tout ce que fait sa vie, finalement, est aujourd'hui peut-être en mesure d'alimenter cette usine à douleur. Et que c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut aller voir. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est un domaine où ceux qui sont spécialistes de ce domaine-là travaillent beaucoup sur des métaphores, travaillent beaucoup sur de l'explication, essayent de trouver une prise de conscience justement pour essayer de contrer justement le catastrophisme, les croyances et de faire comprendre aux patients que derrière une douleur, il n'y a pas forcément une cause tissulaire. Voilà, donc ça c'était un peu pour répondre aussi à la question de tout à l'heure. Voilà un peu ma stratégie ici. Comme je disais, je ne suis pas spécialiste de ce type d'approche, il y a des gens beaucoup plus doués que moi là-dessus, mais il sera peut-être suffisamment tôt pour moi un peu plus tard d'aller chercher peut-être une participation nociceptive à sa douleur, mais en tout cas, je pense que majoritairement le problème il est nociplastique, majoritairement le problème il est plus psychosocial que bio. Donc, je vais m'attacher davantage à ce côté psychosocial, tout simplement. Maintenant, ce que je vais développer davantage, c'est le côté nociceptif. Alors, le côté nociceptif, je commence par un catalogue d'hypothèses. Alors, catalogue d'hypothèses, c'est en fait quelles sont toutes les hypothèses possibles pour cette douleur cervicale. Cervicale supérieure, inférieure, thorax, première côte, ATM, neurodynamique. Alors, l'idée, c'est de faire ce catalogue et puis d'essayer de le hiérarchiser en fonction de l'interrogatoire que j'ai fait et des éléments qui sont à ma disposition. Ensuite, je commence l'examen clinique. Dans cet examen clinique, je fais du morphostatique, mais j'y passe pas trop longtemps parce que, et c'est un choix personnel, je pense que l'examen morphostatique, Cook nous disait en 2003 qu'il donnait peu d'informations valables scientifiquement. C'est un peu l'avis de Lederman aussi. Donc, du coup, mis à part le fait de corriger certaines attitudes posturales qui apparaissent face à moi, toujours dans l'idée de la modification du symptôme, j'y passe assez peu de temps. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le bilan morphodynamique, où là, je vais demander des mouvements, flexion, extension, inclinaison, rotation, et je vais chercher quoi? Je vais chercher la reproduction du symptôme. Et ça, c'est important parce que ça va me donner ce que j'appelle mon marqueur principal. Le marqueur principal, et en général, c'est ce qu'on appelle aussi la démonstration fonctionnelle, c'est ce pourquoi le patient il vient nous voir. Et c'est ce que je vous démontrerai d'ici 5 minutes dans la démonstration pratique, comment aller chercher justement ce marqueur principal, même quand le patient ne l'a pas lorsqu'il vient consulter. Ensuite, de façon très classique,
je vais chercher un marqueur musculo-aponévrotique. Ça devient un petit peu le maillon faible hein, de la kinésithérapie aujourd'hui. On sait que tout ce qui est musculo-aponévrotique, c'est historiquement très ancré chez nous. Malheureusement, le défaut de preuve aujourd'hui montre que c'est en train de disparaître. Et ça, je trouve ça assez dramatique en soi. J'espère qu'il y aura des études qui vont montrer en fait que tout ça va exister. Est-ce qu'il faut abandonner la palpation musculaire? Moi, je crois pas. Hein. Je continue à palper avec tous les biais qui peuvent exister malgré tout. Je vais chercher de la résistance musculaire. Et qu'est-ce que je vais chercher également dans ces marqueurs musculo-aponévrotiques? Je vais chercher des tests de force et des tests d'endurance. Pas forcément au début de la prise en charge. Parce que le problème, c'est qu'en cervical, on a des tests, il y a le test des fléchisseurs profonds. Alors, c'est un test qu'il faut faire en général avec un coussin pneumatique. Et puis, il y a le test des extenseurs. Alors, celui-là, c'est une sorte de Sorensen cervical qui nécessite en fait de mettre le patient en débord de table et de maintenir la tête. Le problème, c'est que le temps moyen de maintien, il est de 14 minutes. Donc, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de temps de le faire. Alors, certains chercheurs ont dit qu'il fallait mettre un poids de 4 kilos sur les patients, sur la tête des patients pour pouvoir le rendre plus court et plus efficace. Je ne me vois pas forcément faire ça sur un patient qui a mal au cou, donc c'est difficile à mettre en place. Et en fait, ces tests-là, je les ferai plutôt a posteriori, après quelques séances, lorsque le patient sera amélioré, de façon tout simplement à pouvoir valider d'un caractère prédictif justement d'une certaine faiblesse de ces muscles-là. Ensuite, les tests articulaires, donc c'est ce que je vous démontrerai tout à l'heure. C'est ce que moi j'utilise le plus, hein, mais pas tout le temps. C'est surtout ça qui est important. Donc je vais aller chercher le type de douleur. Est-ce que je suis sur un patient qui est plutôt sévère et irritable? Est-ce que je suis sur un patient qui a un arc douloureux et ce que j'appellerais plutôt du range of motion? Est-ce que je suis sur un patient qui a une douleur de fin d'amplitude, donc du end of range? Ou est-ce que je suis sur un patient qui est sur du mom pain, c'est-à-dire c'est une douleur un peu particulière? Pour prendre un exemple, c'est un patient qui va courir et puis à chaque fois, lorsqu'il court, au bout de 15 minutes, il a une douleur cervicale qui apparaît. Ça, c'est un petit peu particulier. Donc ça, c'est important parce que en mettant en place, en découvrant en fait le type de douleur dans mon examen articulaire, je pourrais ensuite choisir le traitement articulaire approprié. Ensuite, le mouvement actif, ça constitue en fait à revenir sur le bilan morphodynamique, éventuellement avec surpression, et ça vous le comprendrez mieux dans la démonstration pratique tout à l'heure. La surpression, c'est quand le patient il vient vous voir, qui vous relate un passif douloureux, mais qu'il n'a pas la douleur au moment où il vient consulter, ce qui peut parfois poser problème, et ça peut être intéressant justement d'aller la chercher pour avoir un marqueur. Et puis en plus, ce test-là, celui que je vais vous montrer, il a en plus l'avantage de pouvoir nous faire un focus cervical de façon à différencier les différentes zones et de mettre en évidence la zone qui semblerait finalement en cause dans cette douleur. Ensuite, il y a la mobilité passive intersegmentaire. Alors ça, je vous montrerai pas parce que ça se fait quand même sur le dos. Et puis ensuite, il y a les tests de provocation sous la forme de pression postéro-antérieure. Là, l'idée, ça va être de mettre en place des mouvements accessoires, des mouvements spécifiques pour reprovoquer la douleur du patient. Et ça servira de base ensuite pour mettre en place mon traitement avec le bon grade de mouvement. Donc tout ça, je pourrais le vendre et le survendre. Malgré tout, pour être totalement honnête, j'ai souhaité mettre un article derrière qui ne parle pas de lombalgie, qui ne parle pas de cervicalgie, mais de lombalgie, qui est un article de Stolz et de Van Pickartz, un article récent qui est de l'année dernière, me semble-t-il, et qui nous explique clairement que finalement les tests articulaires ont une fiabilité relativement faible. Hein, on sait que la méthodologie en thérapie manuelle passive, elle est rarement très très bonne, et en particulier la recherche d'une hypo ou d'une hypermobilité. Alors, que faire? C'est ça le problème. Je dirais quand même que ce qui ressort de ce texte, c'est que lorsque l'outcome, c'est-à-dire lorsque ce qu'on recherche, c'est la douleur plutôt que l'hypomobilité ou l'hypermobilité, il semblerait que la fiabilité soit un petit peu meilleure. Et puis aussi, il y a un biais important dans cette étude, dans pas mal d'études qui sont relayées par cette revue de littérature, par cette revue systématique, c'est que en fait, très souvent, les études ont utilisé des patients chroniques pour effectuer ces tests. Et si vous vous souvenez ce que je vous ai expliqué juste avant sur la neurophysiologie de la douleur, il semblerait justement que la population des patients chroniques ne soit pas forcément la plus adaptée pour aller rechercher ce type de marqueur. Donc voilà, donc il faut être conscient que on peut continuer à travailler sur des marqueurs
articulaire. On peut continuer à travailler en articulaire, mais il ne faut pas non plus survendre le phénomène. Il y a aussi des biais et une fiabilité qui n'est pas exceptionnelle. Oui. Non, je voulais juste te poser une question par rapport aux douleurs nociplastiques. Julia demande si elles sont améliorées par les antalgiques. Elles peuvent l'être. Elles peuvent l'être. D'accord. C'est pas systématique non plus. Parce que le problème, c'est que dans la prise d'antalgique, il y a l'effet réel de l'antalgique, et puis il y a le simple fait de prendre l'antalgique aussi qui va intervenir chez ces patients. Voilà. Et ça aussi, c'est très largement documenté. Alors, le neuropathique, c'est le troisième type de douleur. J'aurai un bilan qui sera assez proche du nociceptif au départ, sauf que je rajouterai en fait un examen neurologique, tout simplement pour essayer de discriminer en fait si j'ai une irradiation, de savoir si j'ai une radiculopathie, un thoracic outlet syndrome, une sténose ou bien une douleur projetée. Donc pour ça, il faut mettre en place un examen neurologique et neurodynamique. La recherche des dermatomes avec beaucoup de précautions. Je reviens à l'article d'Anina Schmidt en 2018 dans JOSPT qui nous explique que clairement, les dermatomes, on peut continuer à les chercher, on peut en faire un marqueur, mais surtout ne pas extrapoler un souci sur un dermatome avec une douleur radiculaire. Ça n'aurait pas de sens parce qu'il y a une distribution qui est extrêmement variable d'un patient à l'autre et les schémas habituels de dermatome ne peuvent pas servir dans ce diagnostic-là. Ensuite, le test chaud-froid pour les petites fibres, les réflexes, le break test, la palpation du nerf. Tout ça, c'est des choses qui sont aussi bien référencées, qui nécessitent de l'organisation et de la précision pour le faire. Et puis en cervical, il y a une chose qui revient souvent dans le diagnostic des radiculopathies, c'est le cluster de Wiener. Le cluster de Wiener, c'est 4 tests, l'ULNT1, la rotation cervicale, le Sperling et la distraction cervicale. Il a tendance, c'est un cluster de 2003 qui a été très utilisé et qui a tendance aujourd'hui à être de plus en plus exclu des recommandations. Et ça déjà parce qu'il y a un gros biais de sélection au départ, c'est que le gold standard qui était utilisé, c'était l'électromyogramme et qu'il aurait bien mieux valu utiliser l'IRM. Donc voilà, moi je l'utilise encore de temps en temps, mais c'est pas toujours systématique. Pour le TOS, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, thoracic outlet syndrome, ce qu'on appelle en français souvent le syndrome de la traversée thoraco-brachiale. Beaucoup de tests, pas très bons. S'il y en a peut-être un à retenir, le test de Rousse, peut-être, mais c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de littérature qui soit réellement pertinente là-dessus. Et c'est souvent quand même sur des présentations cliniques en fait qu'on va être amené à émettre cette hypothèse plus que sur des tests. Pour terminer, on peut déterminer aussi des marqueurs neurologiques qui peuvent être intéressants, comme par exemple une angulation sur un ULNT1, ça peut être tout à fait pertinent, mais surtout, et là j'en arrive presque au bout, et après, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et je voulais juste faire une slide qui me semble déterminante parce qu'on entend parler d'évidence best practice tout le temps. On nous dit que l'évidence best practice, c'est un tiers de praticiens, un tiers de preuves scientifiques et un tiers de patients. Je suis pas sûr que ce soit comme ça qu'il faille le prendre. Tout d'abord, la première chose, c'est de prendre en compte le patient avec ses attentes, avec ses souhaits et avec ses objectifs. Ça, c'est fondamental. Deuxièmement, c'est en effet de faire le listing des meilleures preuves scientifiques à notre disposition et donc du meilleur traitement potentiel. Et puis là où intervient le praticien, et c'est ça qui est fondamental, c'est le tiers praticien finalement, c'est d'être capable de concilier les deux. C'est ça l'évidence-based, c'est de ne pas être un scientiste en voulant appliquer systématiquement le meilleur traitement sans répondre aux attentes du patient. Et puis, c'est de pas non plus répondre systématiquement aux attentes du patient avec des traitements qui ont une faible qualité. Le talent du praticien, ça va être de pouvoir justement concilier ces deux éléments, de trouver le traitement qui soit à mi-chemin entre les attentes du patient et puis la preuve scientifique justement de la qualité de ce traitement. Et par exemple, pour prendre un exemple simple, vous avez beaucoup de patients qui viennent au cabinet pour vous voir et qui attendent du hands-on sous la forme de techniques passives. Eh bien, si vous regardez dans la littérature et que, par exemple, vous voyez que le meilleur niveau de preuve, c'est l'exercice.
eh bien, imposer de l'exercice à ce patient sans lui expliquer d'emblée, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Peut-être qu'il vaut mieux commencer par un peu de passif, et puis c'est d'essayer de glisser tout doucement vers de l'exercice, en communiquant, en lui expliquant et en essayant de diversifier les traitements. En tout cas, c'est ma vision aujourd'hui de l'évidence-based, et je ne pense pas que ce soit finalement si compliqué que ça. Ma dernière diapo, qui n'a jamais porté aussi bien son nom que le diapo du lundi, c'est pour résumer en fait il y a des piliers. Et puis les piliers, c'est le modèle biopsychosocial, parce que sans ça, on risque de passer à côté de patients et puis de faire traîner des traitements avec une approche qui sera totalement nociceptive, alors que finalement, la part de tissu dans la douleur, elle est finalement pas si importante. La neurophysiologie de la douleur, qui nous a fait faire des bonds en avant immenses en termes de progrès. Le triage à travers les drapeaux rouges, parce que si demain, on a un accès direct, ça sera grâce à la qualité de notre triage. Et puis l'examen clinique, parce que c'est par lui qu'on va aller chercher les marqueurs. Et on peut s'arrêter au marqueur principal, on peut aller chercher des marqueurs articulaires, des marqueurs musculaires, des marqueurs neurologiques. Ce qui comptera au final, c'est de prendre en compte les attentes du patient, c'est d'avoir toutes les meilleures données scientifiques et de savoir les mettre en pratique pour avoir un panel de techniques qui soient variées et qu'on puisse adapter aux patients. Et au final, l'idée, c'est d'avoir un bon traitement, mais un bon traitement, c'est un traitement qui est patient-centré. Voilà, en tout cas, ce que moi, j'ai retenu des dernières avancées de la kinésithérapie, mais je ne suis pas non plus prophète. En tout cas, je voulais juste donner ce que moi, j'en pense. Maintenant, peut-être que d'autres penseront différemment, et ça, j'accepte tout à fait. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention pour cette première partie. Merci Fabrice, oui, c'est très technique ce que tu nous as enseigné, ce que tu nous as montré. Donc moi j'attends avec impatience effectivement ta pratique, ce que tu vas nous présenter. Alors, je vais faire très simple. Hein, je vais aller chercher ma femme qui va me servir du sujet. Ça fait un moment déjà, ça fait déjà 3 semaines qu'elle me sert de sujet pour pas mal de visioconférences auprès des étudiants de la Pitié. Là, je vais partir sur quelque chose de simple, en fait, que j'ai un peu imaginé, qui n'est pas réel, hein, et puis qui est tout à fait en accord avec la période qu'on vit en ce moment. Donc, si vous voulez bien m'attendre 30 secondes, je vais juste aller la chercher, je reviens tout de suite. Ça nous permettra justement de donner quelques éléments techniques. Effectivement, Bernard vient juste de mettre le lien sur le replay. La meilleure façon d'assister au replay, c'est de vous rendre non seulement sur ce lien, mais aussi sur le site Wookiner, hein, et à la rubrique webinaire, vous avez toutes les sessions que nous avons effectuées avec Jones, avec les syndicats et d'autres à suivre. Vous avez aussi l'inventaire de tout ce qui va venir cette semaine. Bonjour Madame Bariec. Donc je vous présente ma femme qui accepte donc de me servir de sujet aujourd'hui. Je vais faire très simple en fait. Pendant cette période de confinement, je pense pas être le seul à passer un peu plus de temps que d'habitude sur mon canapé, dans une attitude totalement avachie. Alors tout ça pour vous dire que je suis pas un inconditionnel de l'ergonomie, je ne suis pas un inconditionnel de la posture, mais malgré tout quand même, il y a des choses auxquelles il faut quand même se tenir, c'est que les positions maintenues longtemps sont forcément délétères. Et quand je passe 2 heures, 2 heures et demie devant Wheeler Dealer, parce que c'est un peu mon programme du moment, je me retrouve souvent avec des douleurs au niveau du cou. En fait, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Imaginons une patiente qui va me représenter. Cette patiente, en fait, lorsqu'elle se relève du canapé, lorsqu'elle redresse la tête, donc lorsqu'elle part en extension, elle a des douleurs cervicales. Elle va consulter. Donc, je fais l'interrogatoire classique qui montre une imprégnation au niveau des drapeaux jaunes qui n'est pas très importante. Et c'est vraiment le cas de ma femme qui n'est pas du tout du genre à se laisser embarquer comme ça. Et puis, malheureusement, lors de mon examen clinique, ce qui nous arrive assez souvent, eh bien, je lui demande de reproduire le mouvement qui lui fait mal, donc l'extension pour le coup. Donc, elle fait une extension, puis elle me dit, bizarrement, aujourd'hui, j'ai pas mal. Et puis, on est toujours un peu embêté dans ces circonstances-là. On se dit, bon, elle a pas mal au moment T, mais probablement demain, quand elle va reproduire, eh bien, quand elle va rentrer chez elle, sa douleur va revenir. Donc, c'est là où ça a un instant. Et chez Maitland, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on va faire des surpressions, justement, pour surcontraindre la structure
et essayer justement de retrouver cette douleur. Alors, l'intérêt en plus de cette approche, c'est que ça va nous permettre de discriminer les différentes zones cervicales qui peuvent nous poser problème. Donc là, je suis dans une approche, vous l'avez compris, qui est purement articulaire. J'aurais pu choisir autre chose, mais ça, j'en dirai un mot juste après pour justement avoir une vision la plus transversale possible. Alors, elle se met dans sa position d'extension. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir me placer comme ceci. Et là, ici, je vais venir mettre en surpression la région cervicale haute. Et là, elle me dit, pas de douleur. Je vais modifier un tout petit peu ma prise. Je vais descendre le coude ici. Et là, je vais venir faire ceci. Et cette fois, je viens contraindre la région cervicale moyenne. Douleur, pas douleur. Est-ce que je reproduis ces symptômes? Troisième test, je vais aller chercher la région cervicale inférieure. Cette fois, je vais modifier un petit peu. Bon, je n'ai pas de table, donc je vais un petit peu adapter. Cette fois, je vais faire relâcher l'extension haute ici. Et je vais revenir avec une main ici dans le dos pour venir charger les cervicales inférieures. Et puis, il se trouve que sur l'une ou l'autre des situations, j'ai reproduit son symptôme. Du coup, ça devient mon marqueur. Et ce marqueur, je vais essayer de le modifier en allant chercher cette fois des mouvements accessoires. Alors, les mouvements accessoires, habituellement en Maitland, c'est les PA, donc les pressions postéro-antérieures, qui généralement se font patients sur le ventre. Et là aussi, pour des questions de confinement, je vais un petit peu adapter. Et là, donc, du coup, je vais venir avec mon pouce faire une pression soit sur l'épineuse pour faire un PA central, soit une pression latéralisée, en quelque sorte sur les transverses, à droite et à gauche. Je teste chaque étage en essayant de faire focus sur la zone qui avait reproduit les douleurs. Et puis, il y a un moment où lorsque je viens pousser, par exemple, elle avait mal lorsque je mettais en surcontrainte le rachis cervical haut, je fais un PA central sur C1, et là, ici, elle me dit « Aïe, ça me fait mal ». Est-ce que c'est la douleur pour laquelle que vous ressentez quand vous avez mal chez vous? Elle me dit oui, c'est exactement ça. Et bien du coup, ça devient mon marqueur principal. Et après, je ne vais pas développer, mais l'idée, ça serait de placer le bon grade de mouvement pour justement traiter ce marqueur articulaire et ensuite de retester mon marqueur principal pour voir s'il a été modifié. Comme je vous disais, je souhaite être totalement transversal, ne pas faire l'apologie de l'articulaire. Ce que j'aurais pu faire aussi, j'aurais pu faire plein d'autres choses. J'aurais très bien pu lui dire de faire des mouvements répétés. Donc, j'aurais pu lui dire de faire des mouvements. Alors, tu imagines que ta tête est sur un rail et tu recules la tête. Voilà. Donc, des mouvements répétés. On a le droit de citer mouvements répétés. Je ne parlerai pas de méthode Mackenzie parce que la méthode Mackenzie, ça repose sur un bilan qui lui est propre et tout à fait respectable, sur laquelle on applique un traitement. Donc, je serais en défaut de dire que je fais du Mackenzie en faisant ce type de mouvement. Moi, je fais juste des mouvements répétés. Je pourrais aussi lui dire de faire des exercices. Pour ça, je ferai une quantification du stress mécanique et j'essaierai de coller au mieux à ce stress mécanique. Et puis, je pourrais aussi lui demander de faire des contractions isométriques. Donc, par exemple, une bande ou une ceinture portée derrière le cou et je lui demande de travailler ses fléchisseurs profonds. Vous voyez, je ne veux pas prêcher forcément pour une paroisse. J'ai 4 types d'exercices. À moi d'aller chercher dans la littérature ce qui semble le plus performant. À moi aussi de voir ce qu'attend la patiente et à moi d'appliquer le traitement qui, les deux pris en compte, sera le plus efficace. Voilà pour cette petite démonstration. Merci madame. Merci. Magnifique. Alors, tu vois, tu as laissé tout le monde quoi, puisqu'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions, juste des remerciements et des remarques sur une excellente vision de l'IEBP. Vraiment. Je sais pas si l'absence de questions est une bonne chose ou pas. En général, ça témoigne d'une démonstration très claire. C'est le cas. Donc, toi, tu es formateur. Et oui, je suis formateur dans pas mal de villes en France. Je te dirais sincèrement, Frédéric, que s'il y a des gens qui sont intéressés, je pense qu'ils iront chercher d'eux-mêmes. Et je voudrais vraiment qu'on reste sur cette ligne
de confinement, on est ensemble pour partager un peu de connaissances, des choses qu'on sait, et je veux pas faire de com ce soir. C'est pas toi qui en fais, c'est nous. Hein, et je trouve que c'est le minimum pour ta prestation. C'est pas de la publicité, c'est pas du commercial, c'est juste la possibilité d'aller chercher les bonnes informations aux bons endroits. Si tu es là ce soir devant presque 250, plus de 260 personnes, c'est pas par hasard, donc c'est parce que tes compétences sont avérées. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère, j'aime bien en parler, et tu sais très bien quelle est ma position là-dessus, la position de Bernard par rapport au magazine aussi. Donc voilà, c'est un magazine, c'est quelque chose vers l'ouverture. Donc et toi-même, tu dis clairement que tu ne travailles pas que pour un seul organisme. Non, c'est pas mal sur pas mal de choses. Donc c'est voilà. Alors c'est une vision très centralisée. Effectivement, c'est un aspect démontré, c'est une démonstration très très précise sur un endroit. Évidemment que ça peut venir de plein de choses, que ces 30 minutes là d'explication. Donc on est obligé d'être non seulement confiné dans nos locaux, mais aussi confiné dans nos propos. Donc voilà, c'est un petit peu logique que ce soit qu'on puisse pas aller aussi loin. Personne n'a totalement tort, on aura vachement avancé, quoi. Je pense que voilà, il faut être très ouvert d'esprit, en discuter ensemble. Je pense que c'est toujours la meilleure façon d'avancer. Excuse-moi, il y a Karl qui te demande juste de redonner les 4 types d'exercices. Alors, ce que j'aurais pu proposer là-dessus, moi j'aurais dit, c'est souvent ce que je dis à mes étudiants, hein, dans les 4 grandes possibilités, soit la technique hands-on en articulaire pur, hein, travail en grade de mouvement sur l'articulaire. Le deuxième, c'est les mouvements répétés. Le troisième, ça va être la contraction isométrique. Et puis quatrième, un mouvement peut-être un petit peu plus fonctionnel, qui soit focus cervical ou pas d'ailleurs. Les deux sont possibles. C'est avec les 4 niveaux aussi de Maitland, c'est ça, de la petite jusqu'à full range. Maitland, ça sera un peu plus sur les techniques articulaires avec les 5 grades, alors, 5 grades. Qui nécessiterait beaucoup de temps pour étudier ces 5 grades justement. Oui, bien sûr. Denis aussi. Pardon, Fred. Non, je vois une question de Denis qui demande les manipulations cervicales hautes sont-elles interdites? Alors, d'après ce que je sais aujourd'hui, pour les kinés en France, il faut avoir l'autorisation du médecin, me semble-t-il. Il faut avoir l'aval du médecin pour pouvoir faire une manipulation avec impulsion, me semble-t-il. Après, je ne sais pas justement que ça ne pratique plus beaucoup finalement. Ouais. Non, mais après, il y a un vrai problème de sémantique, c'est-à-dire que la manipulation, au sens étymologique du terme, c'est pousser avec les mains. Donc, obligatoirement, dès qu'on met la main sur quelqu'un, on fait des manipulations. Donc, il y a un vrai problème de sémantique. En plus, la frontière avec l'ostéopathie est tellement floue et tellement stupide à mon sens, puisque nous sommes tous et tous beaucoup kinés et ostéopathes. Mais bon, la frontière est vraiment ténue et j'aime pas le côté sectaire de la chose. Donc voilà. Non, moi j'aimais beaucoup et j'aimais beaucoup l'enseigner. Alors je le montre encore en fait quand je fais des formations, je montre encore comment est-ce qu'on peut manipuler un cervical à rotation zéro. Ce que c'était moi ce qui m'avait le plus marqué. J'étais quand même très imprégné à une époque par la philosophie de la BSO. Par les formations que j'ai pu faire avec José Kunzler, avec des maîtres anglais de l'ostéopathie, Hartmann en particulier, que j'ai eu la chance immense d'avoir rencontré une fois sur une formation de 2 jours, et de me dire que finalement il y a manipulation et manipulation aussi, quoi. Et on peut vraiment manipuler en cervical avec une douceur extrême, absolument, avec une précaution extrême, et puis que sans danger. Voilà. Sans danger. Il n'y a pas que de la sauvagerie dans la manipulation. Heureusement. On va prendre les 2 dernières questions. Que penses-tu du dry needling sur le traitement des cervicalgies? Alors, moi, je suis pas du tout spécialiste du dry needling. J'ai tendance à ne pas, contrairement à d'autres, à ne pas rejeter les notions de trigger point et les notions de dry needling. J'intègre d'ailleurs le traitement des triggers en manuel dans mes formations. Alors, on peut pas dire que dans le dry needling encore aujourd'hui il y ait, j'ai pas connaissance parce que c'est pas quelque chose que j'ai étudié énormément. Je pourrais pas mettre en avant un papier en particulier, mais il y a quand même, il y a un petit niveau de preuve quand même qui existe. Et je vous dirais sincèrement que si moi-même j'avais pas eu
la trouille de me faire piquer, j'aurais fait la formation avec mon ami Christophe Broy depuis très longtemps. Mais j'ai un petit peu cette peur-là, je dois bien avouer. Mais oui, je pense que ça reste. En tout cas, voilà, je n'ai ici comme preuve que, et ce qui est bien faible, malheureusement, que ce que peuvent me relater mes collègues qui le pratiquent et qui ont de très bons résultats. Bien entendu, ça vaut pas grand-chose d'un point de vue statistique, et là, on n'est pas dans la preuve scientifique. Mais Oui, enfin, c'est à ne pas abandonner. Comme tu le dis, l'essentiel, c'est quand même d'avoir aussi le résultat. On n'est pas obligé d'être toujours dans la preuve pour pouvoir soigner. Sinon, il y a longtemps qu'on n'aurait pas utilisé l'acupuncture, la médecine chinoise et autres phytothérapies, hein, parce qu'on a eu des résultats avant même les preuves scientifiques, et heureusement, hein, on a quand même notre instinct de soignant. Bah, écoute, merci. Bernard, tu veux clore tranquillement ce webinaire? Je voulais vraiment dire merci à Fabrice, et sachez, On va cher faire internaute, qu'il est encore meilleur en pratique. Donc, vraiment, pour avoir pratiqué avec lui comme élève, il est encore meilleur. Voilà, donc merci à tous. Moi, je vous invite déjà aussi, chers internautes, à revenir nous voir ce jeudi, le jeudi 16, avec un nouveau webinaire qui sera sur le mode de portage pour la plagiocéphalie. Alors, on change complètement de domaine, mais je pense que c'est quand même un domaine qui intéresse beaucoup les kinés. Sachez aussi, et j'ai mis le lien, que vous pouvez revoir tous nos webinaires sur le replay de la page Wookiné. Voilà, donc je tiens à vous remercier, Fabrice surtout. Bonne soirée à tous, et puis merci pour votre participation. Bien. Fabrice, on se retrouve bientôt pour d'autres aventures, peut-être d'autres techniques, hein, parce que la série des webinaires, confinement ou pas confinement, n'est que le début d'une belle aventure. Voilà. Merci Bernard, merci Fabrice, et on va couper tranquille. Merci. Bonne soirée. Prenez soin de vous, restez confinés, hélas. À bientôt. Bye.